Bonjour femme moderne et épanouie, ici Nathalie. Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo pour te partager mes réflexions sur un thème qui revient très souvent dans les courriers que mes abonnés m'envoient. C'est le sujet de la séparation. Mais avant cela, quel que soit l'endroit où tu regardes cette vidéo, je vais t'inviter à la liker, à l'aimer, à mettre un petit pouce et à la partager autour de toi si tu connais des personnes, des femmes qui ont un souci, on va dire, avec le sujet de la séparation, qui ont vécu des séparations et qui en gardent des séquelles. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo peut véritablement t'éclairer sur la façon de te sortir de cette spirale dans laquelle peut-être tu te sens engagé. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dévoiler les mots que j'ai reçus par rapport à ce thème de la séparation, qui vont refléter en quelque sorte la façon dont chaque femme vit la séparation. Donc, j'ai prends mes notes parce que je veux être fidèle à ce qui m'a été écrit. Donc, on m'a écrit des mots comme une séparation difficile, le sentiment de trahison, mensonge, humiliation, perte totale de confiance, appréhension face à la fidélité, difficulté à croire en l'amour. Donc là, on est dans une configuration où la personne a été trompée par son conjoint. Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'écrivent qui sont avec de très jeunes enfants, voire même enceintes, et qui sont en cours de séparation ou récemment séparées. Alors, forcément, c'est mal vécu parce qu'en général, quand on fait le projet d'enfant avec un homme, je dis bien en général, c'est qu'on a quand même l'intention de se positionner sur le long terme dans cette relation. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la relation ne tient pas? C'est des choses qu'il faut se poser quand on se trouve dans cette situation. Autre situation que je vois beaucoup, ce sont des femmes qui sont séparées depuis des années et qui n'ont pas de relation, on va dire, stable et suivie, officielle, on va dire, et qui se concentrent sur soit leur carrière ou l'éducation de leurs enfants, qui deviennent du coup l'amour de leur vie. Ce sont leurs propres termes. On a également le cas très spécifique des veuves qui, malgré de longues années, ne se mettent pas en couple. Alors pour des raisons qui sont diverses, hein. Ça peut être volontairement ou alors parce que chaque relation qu'elles ont pu engager s'est soldée par un échec. Chaque relation sérieuse évidemment, et donc du coup se pose quand même la question derrière de pourquoi volontairement on se met dans la posture de je ne veux pas tisser de nouvelles relations. Implicitement, je pense que ça veut dire je n'ai pas envie de souffrir. Pareil, pourquoi est-ce qu'on reproduit un schéma d'échec d'une relation après un veuvage ou même après des séparations? Ce schéma-là existe même après une séparation. Les personnes qui m'écrivent également, les femmes qui m'écrivent, parlent de coup dur. Une séparation est un coup dur qu'elles ont du mal à encaisser. Donc des termes qui sont quand même très forts et je pense que tu peux te reconnaître dans l'une de ces situations, dans l'un de ces mots. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires en dessous comment est-ce que, si tu es concerné par la séparation, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu qualifies ce que tu ressens? Ça m'intéresserait beaucoup de voir comment tu le ressens. Alors, moi-même, je suis veuve depuis 2 ans maintenant, au moment où je fais cette vidéo, bientôt 2 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier, en quelque sorte, que le décès est survenu. Et je n'ai pas l'impression d'avoir passé 2 ans en étant seule avec mes enfants. Mais finalement, quand je réfléchis, oui, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment du décès, la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là et la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'ai fait énormément de chemin, que ce soit au niveau de ma situation personnelle, patrimoniale, personnelle, habitation, environnement, etc.
la façon de me positionner en tant que parent unique également, mais aussi au niveau professionnel avec l'évolution de mon entreprise qui s'est fait, qui a continué à se faire alors que au moment où le décès est survenu, je pouvais m'interroger sur est-ce que j'allais pouvoir tenir sur tous les fronts, sachant que je n'avais plus le soutien, on va dire, logistique de mon conjoint pour assurer le fonctionnement de la famille. Et aujourd'hui, 2 ans après, j'y suis arrivée. Donc, bon, si j'y suis arrivée, c'est que toutes les femmes peuvent y arriver. Et je crois que mon secret, si c'est un secret, hein, le secret que j'ai là-dedans, c'est que je me suis pas posé de questions. J'ai fait les choses les unes après les autres, étape après étape. Je savais que je voulais, en tout cas professionnellement, atteindre un résultat. Et je suis étape par étape. Par rapport à la situation personnelle, je n'ai pas fait comme on dit, de plan sur la comète. J'ai tout simplement fait les choses étape par étape. Et ce qui fait que je me suis essentiellement concentrée sur me positionner en tant que parent unique qui joue le rôle du père et de la mère, accueillir la peine des enfants, etc. Continuer à gérer tout ce qui est école, pourvoir leurs besoins matériels, me positionner en tant que chef d'entreprise. Et tout cela a fait que, au final, je ne me suis pas du tout occupée de moi en tant que femme et ça m'a pas du tout traversé l'esprit d'être en recherche, en chasse, si je puis dire, d'un nouveau compagnon. Et donc, je me rends compte finalement, ces femmes qui m'ont écrit, qui me disent « je suis veuve depuis 10 ans, veuve depuis 13 ans, veuve depuis 15 ans même », en fait, elles ont certainement dû avancer comme je l'ai fait. Et ça m'a un peu posé question parce que fondamentalement, quand je prends le temps de me poser la question à moi-même, je n'ai pas envie de rester seule. La chose que j'ai appris en étant seule, c'est que je peux vivre seule et je peux être heureuse seule. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de très nouveau parce que jusqu'à présent, dans mes relations passées, je conditionnais mon propre bonheur à, on va dire, à l'état de ma relation avec un homme. Donc, c'est-à-dire que si ça allait bien avec le partenaire, j'étais heureuse, et si ça n'allait pas bien, j'étais malheureuse. Et en fait, j'étais dans une sorte de dépendance affective. En plus, il fallait que le partenaire témoigne et me montre sans arrêt qu'il était attaché à moi, qu'il m'aimait, qu'il avait des sentiments. Or, on sait très bien que les hommes sont pas tous forcément, la grande majorité, très loquaces sur les sentiments qu'ils éprouvent envers leur compagne. Et ce n'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne ressentent rien. Et ça, j'ai eu du mal pendant toutes ces années à accepter ça. Et donc, du coup, j'étais tout le temps dans la relation un peu limite conflictuelle, à la recherche du témoignage d'amour. Et c'est ce qui a fait que les relations précédentes ont été soldées, en tout cas certaines par un échec. Et quand je vois les témoignages de ces femmes qui m'écrivent qu'elles sont séparées ou qu'elles ont enchaîné les séparations, je pense que c'est de l'ordre de cela, c'est-à-dire que on est dans une situation où on a eu un parcours personnel qui a créé ce besoin de reconnaissance et ce besoin de témoignage d'amour, de se retrouver dans cette situation de dépendance affective, et donc du coup on reproduit ce schéma-là de relation en relation, et au final, souvent, on ne prend pas, on ne se rend pas compte. On se sent tellement légitime dans notre demande qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut gâcher une relation qui peut-être aurait pu être autrement et plus longue et plus belle et que sais-je encore. C'est ce que j'ai compris aujourd'hui et je crois peut-être que le fait d'avoir été seule pendant un moment, ça m'a permis de vraiment réfléchir sur pourquoi j'ai fait échouer toutes mes relations en fait de couple
qu'est-ce que j'ai en fait qui fait que au départ tout est rose et tout d'un coup ça se dégrade? C'est toutes ces questions-là qu'en tant que femme, on doit se poser. Et ce que j'ai appris, et d'où la création de ce mouvement, les femmes modernes épanouies, ce que j'ai appris et ce que je veux absolument te faire comprendre comme message, et surtout que tu l'appliques dans ta vie parce que tu sentiras vraiment la différence, c'est que tu dois être heureuse seule, par toi-même. Et certains experts vont te dire que tu dois d'abord être amoureuse de toi avant de pouvoir être amoureuse d'un partenaire, d'un homme, ou si tu aimes les femmes, d'une femme, peu importe, la problématique est la même, on retrouve les mêmes phénomènes, peu importe notre orientation sexuelle. Et donc, du coup, je relis mes notes pour voir si j'ai pas oublié de témoignages. Non, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que vous m'avez peut-être que toi qui m'écoutes, tu m'as remonté ça, tu vas reconnaître tes paroles, mais voilà, de tout ce qui m'a été remonté récemment, et peut-être que la période que l'on vit actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo de confinement, vous a amené et nous amène tous à réfléchir sur nos relations, nos rapports avec les hommes ou avec nos partenaires amoureux. Et donc, la conséquence qui peut en découler, c'est que finalement, quand on est dans cette posture-là de dépendance affective et d'échec de relations sentimentales, c'est comme l'a écrit l'une de mes lectrices, une perte de confiance, surtout quand la relation s'est terminée de manière un petit peu brutale. Et encore pire dans les situations de... Je parle pas là des relations avec violence conjugale, où là c'est vraiment très complexe psychologiquement, et tout est amplifié, tout ce que je peux dire là est amplifié, puisque là on est vraiment dans un phénomène de très grande dépendance affective, avec une perte de la lucidité sur son propre bonheur et sa propre survie. Mais là je veux pas parler de ces types de situations, parce que c'est tellement complexe, et je veux surtout pas porter de jugement, contrairement à, je dirais, beaucoup de gens. Donc, on parle pas de ça, on parle vraiment de relations de couple, entre guillemets, normales, sans violence, mais qui peuvent parfois avoir des pressions psychologiques, que ce soit toi, en tant que femme, du fait que tu es en demande de témoignages d'amour, tu exerces une pression psychologique sur le compagnon qui, lui, le vit comme une très grosse pression, et que ça peut le faire fuir, parce que les hommes sont souvent dans la posture de la fuite quand ils se sentent oppressés dans leur relation. Donc, ce qui est intéressant quand même, si tu es dans ces situations-là, c'est que quand même tu te documentes sur comment fonctionnent les hommes, par des experts sérieux. Là, je vais pas t'en citer parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Pas des livres à l'eau de rose, mais vraiment des très bons experts. Comment fonctionnent les hommes pour justement ajuster ta communication avec l'homme et faire en sorte que l'homme aussi comprenne ta propre communication. Souvent dans les couples, ce sont les femmes qui sont moteurs. Donc, ne sois pas dans l'attentisme de dire « Ah oui, mais pourquoi ça serait moi qui ferais des efforts pour communiquer avec lui? Pourquoi lui ne ferait pas le même chemin ?» Oui, c'est vrai, mais les hommes ne font pas cette initiative-là en général. Donc, si tu veux créer une belle relation avec quelqu'un, sois actrice, sois celle qui va prendre les initiatives d'instaurer la bonne communication, d'exprimer tes besoins, parce qu'un homme, fondamentalement, et je m'arrêterai là sur ce sujet, il aime combler les besoins de sa partenaire. Mais il faut lui parler simplement, parce que le raisonnement d'un homme est très binaire. Nous, les femmes, on a peut-être tendance à dire blanc, mais en fait, on pense noir, et on veut que l'homme comprenne qu'en fait, on dit blanc, mais on pense noir, et on veut qu'il fasse noir et pas blanc. Mais un homme n'est pas dans cette subtilité-là. Un homme, si tu lui dis blanc, il va faire blanc, et c'est là qu'il y a les tensions finalement. Parce que tu vas avoir un résultat inverse de ce que tu aimerais finalement. Donc ça, je ferme la parenthèse de la communication homme-femme, mais c'est des choses qui peut-être peuvent régler un problème relationnel que tu vis en ce moment, même dans un couple qui
à tes yeux, te semble être le couple de ta vie, mais tu sens qu'en ce moment, c'est pas le top. Peut-être travailler cette histoire de communication et de compréhension mutuelle, et ça repartira. Mais souvent, quand on est dans une configuration de séparation, alors là, c'est tout à fait différent, et surtout de séparation répétée. Moi, je sais que j'ai souvent, quand je fais la rétrospective de mes relations, j'ai souvent répété le même schéma avec les mêmes étapes du début de la relation à la fin de la relation, quelle que soit la façon dont s'est terminée la relation. Et au final, et quelle que soit finalement l'initiative de la fin de la relation, que ce soit un décès, que ce soit l'homme qui met fin à la relation ou moi qui ai mis fin à la relation. Parce que c'est aussi ça. On peut être l'auteur d'une rupture, mais en souffrir énormément. Le fait, on n'a pas besoin d'être quitté pour souffrir et on n'est pas heureux quand on quitte. Ça, il faut vraiment le comprendre aussi si vous vous faites quitter, que votre partenaire ou ex-partenaire n'est pas forcément heureux au moment de vous quitter parce qu'il vit ça comme un échec personnel et puis il est conscient, normalement, il est conscient qu'il vous fait du mal. Et même si pour lui, c'est une libération de changer de vie parce que voilà, il aspire à ça, ça lui fait mal de voir que vous souffrez. Et on vit tous une séparation de façon... c'est un choc en fait, c'est un choc, c'est un moment difficile à passer, même si on est l'auteur de la décision. Alors je fais un peu le tour de la question, mais je pense vraiment que ces questions de séparation, trop peu de gens en fait réfléchissent sur ces thèmes-là, et on voit beaucoup trop de couples qui se forment très rapidement, parce qu'on est encore dans le feu de la passion, on veut tout de suite vivre ensemble, etc. On se met tout de suite en ménage, et alors qu'on n'a pas testé, entre guillemets, si on était compatible pour vivre ensemble. Et c'est pour ça que souvent, il y a des séparations qui se font au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Et souvent, des jeunes couples qui ont mis en route un projet bébé et qui se retrouvent en fait à se séparer avec des jeunes enfants. C'est parce qu'ils n'ont pas validé leur compatibilité en tant que couple sur la durée. Et ça, je peux facilement en témoigner puisque mon premier enfant, je l'ai eu dans ces conditions-là. Ça s'est fini par une séparation alors que ma fille avait 3 ans et demi. Et le couple s'est formé, mais très flash. Hein, voilà. Sur le feu de la passion, on avait décidé de fonder une famille alors que finalement, je pense que on n'a pas cherché à voir si on était compatible ensemble ou pas. Et il y avait déjà des signaux qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'est pas un jugement contre lui ni contre moi, c'est juste qu'on était tellement différents, avec des modes de vie, des modes de pensée tellement différents que ça ne pouvait pas marcher. Ce que je voulais également aborder par rapport à la séparation, c'est que finalement, quand on vit une situation de séparation et qu'on le prend comme un coup de couteau en quelque sorte, ça va impacter toutes les autres sphères de notre vie. C'est-à-dire que selon notre maturité émotionnelle, ça va impacter notre relation avec nos enfants, ça va impacter nos relations professionnelles et donc nos résultats professionnels, et ça peut peut-être même menacer notre situation professionnelle. Ça va impacter également nos relations sociales. Si on commence à s'enfermer dans sa bulle et qu'on rejette nos amis, etc. Ou également, si les amis étaient plus liés à notre conjoint qu'à nous-mêmes, on peut perdre également des amis. Donc une séparation, ça a toujours de l'impact sur les autres sphères de la vie. Et il faut se repositionner en quelque sorte, surtout si ça fait des années qu'on est dans une même configuration, où les gens sont habitués à nous voir dans telle ou telle situation, les enfants, nous-mêmes, on est un petit peu dans une sorte de routine de vie. Là, tout d'un coup, tout s'arrête et il faut se repositionner. Et donc, ça peut avoir des conséquences gênantes, voire dramatiques, si on perd son travail. Et c'est un effet boule de neige. Ça peut nous enfoncer encore plus dans cet état de, entre guillemets, déprime, de je vais mal, je suis une victime, j'ai la poisse.
Et le danger, c'est de se complaire en quelque sorte dans ça et d'être paralysé par cette tristesse, par cette morosité et de ne rien faire pour changer les choses et reconstruire une nouvelle vie. Et parfois, ça demande pas beaucoup d'efforts de reconstruire. Des petits pas, des petites choses tous les jours font que l'on pose les briques. Je pense au Lego, parce que mon fils joue beaucoup au Lego. Toutes ces petites briques que l'on pose. Et justement, ça demande des tout petits pas. On pose la petite brique tous les jours pour construire notre nouvelle maison. Et j'ai vécu une séparation très douloureuse et je suis restée longtemps dans, comme je dis, au fond d'un puits. Et j'ai perdu du temps finalement sur ma vie. J'ai perdu du temps pour refaire ma vie, j'ai perdu du temps pour professionnellement aussi. J'aurais pu par exemple fonder mon entreprise bien plus tôt, mais j'étais bien trop occupée à me préoccuper de mes états d'âme. Donc tout cela a fait que on perd du temps. Alors c'est facile de le dire après coup, hein, parce que sur le moment, on se sent vraiment bloqué. Et justement, quand on est dans ce blocage-là, quand on ressent une émotion telle qu'on se sent bloqué, ce que je ne connaissais pas à l'époque, c'est qu'il existe des outils pour justement débloquer ces émotions, apaiser ces émotions et repartir sur de bonnes bases. Et donc, notamment parmi ces outils et que j'ai utilisé au moment du décès de mon compagnon, c'est l'EFT. Si tu ne connais pas l'EFT, ça mérite vraiment que tu ailles jeter un coup d'œil à ce que c'est. Et justement, au moment où je fais cette vidéo, si tu la regardes peu de temps après sa publication, tu verras le lien qu'il y a en dessous dans la description. Pendant quelques jours, il y a une série de conférences qui parlent de l'EFT appliqué à différentes situations de la vie. C'est le congrès virtuel EFT 2020 qui est actuellement en ligne et accessible gratuitement avant la fermeture du congrès. C'est le dernier week-end avant que les conférences ne soient accessibles que moyennant finance. Et donc, dans cette série de conférences, il y a une conférence qui traite du thème de la séparation. Et je t'invite vraiment à aller voir déjà ce qu'est l'EFT. Donc, en t'inscrivant via ce lien, tu vas avoir une petite vidéo de présentation de ce qu'est l'EFT. Et ensuite, d'aller voir au minimum, après s'il y a d'autres choses qui t'intéressent, bien entendu, tu peux y aller, mais au minimum d'aller voir cette conférence sur le thème de la séparation. Parce que vraiment, tu vas vraiment apprendre comment est-ce qu'on peut débloquer ce nœud que l'on a quand on sort d'une séparation et que l'on peut garder, c'est un petit peu comme une valise que l'on traîne pendant des années. Et moi vraiment je me pose la question de ces femmes qui restent des années seules. À mon avis, même si certaines disent que c'est un choix conscient, l'être humain n'est pas fait pour rester seul. Quand on fait le choix conscient de rester célibataire, c'est parce que on a été blessé à une ou plusieurs reprises et qu'on se replie sur soi. Donc, il y a une valise à décharger. Et l'EFT est un outil, alors, il n'y en a pas d'autres, mais moi je te présente celui-là parce que justement, tu as l'occasion d'aller voir cette conférence tout de suite après cette vidéo. L'EFT est un outil qui permet de déballer cette valise et de partir plus léger. Voilà, on n'a pas besoin de toutes ces valises, on n'est pas obligé de garder toutes nos valises de toute notre vie. On ne fera pas, on ne trahira pas notre passé si on arrête de le regarder. Dans le passé, il y a des belles choses, il y a des choses moins belles. Tout a servi, tout a été utile. On a de la gratitude pour la personne que l'on est. Et par contre, on laisse les valises. Voilà. On laisse les valises, il y a des choses qui sont inutiles. Ça, c'est comme quand on déménage. L'image, elle est parfaite pour ça. On ne garde pas tout. On jette des choses.
Et bien là, pour les émotions, pour faire le nettoyage de tes émotions refoulées, un peu comme si tu avais mis la poussière sous le tapis, l'EFT est une technique parfaite. EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique, technique de liberté émotionnelle. Et je t'invite vraiment à aller voir, en cliquant sur le lien en dessous, ce que c'est que l'EFT si tu ne le connais pas. Et si tu en as entendu parler, vraiment, va voir cette conférence sur le thème de la séparation parce que vraiment, ça va t'aider, surtout si tu es dans cette problématique-là, d'une vieille séparation pas résolue, d'aller nettoyer ça et de faire en sorte que ta relation de couple actuelle ou ta relation de couple future soit extraordinaire. Parce que sache bien une chose, et ça sera le mot de la fin pour moi, c'est qu'en fait, si tu traînes tes valises dans ta relation de couple actuelle ou dans une future relation actuelle, tu vas la polluer. Tu vas la polluer et tu ne seras pas 100% heureuse dans cette relation. Donc déjà, je synthétise tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. 1, il faut savoir être heureuse seule. Et 2, ne pas s'enfermer dans la solitude et construire une relation de couple dans laquelle tu t'épanouis. Et pour cela, il faut laisser les valises, s'aimer, être heureuse seule, être en communication dans la compréhension de l'autre, amener l'autre à faire de même. Et tu verras que tu trouves qu'il n'y a pas de prince charmant. Tout homme peut être ton prince charmant si vous savez vous trouver et si vous êtes tous les deux dans cette démarche de compréhension mutuelle et que chacun a nettoyé ses valises. Voilà, mais en attendant, tu t'occupes de toi en premier lieu parce que tu es la personne la plus importante pour toi, ne l'oublie jamais. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Bye bye!